Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Antonin, je donne des cours particuliers de maths et aujourd'hui je continue ma série sur le TESIA, ce test scientifique avancé que je trouve incroyable. Malheureusement, si vous avez raté la deadline, les inscriptions sont passées, mais le test se déroule d'ici un peu moins d'un mois il me semble. Je vais donc, à la demande d'un abonné qui a laissé un commentaire sur la précédente vidéo, continuer la correction du sujet 2024. J'avais pour l'instant fait tous les exercices je les appellerais de début. Donc le TESIA, c'est 2 tests d'1h30 sur une journée, et on peut dire que dans les épreuves, il y a toujours un genre de grand problème qui est assez long, nouveau et compliqué. On n'est pas dans le même schéma que les Olympiades, mais voilà, on se rapproche plus de quelque chose de créatif que d'application. J'ai corrigé pour l'instant beaucoup d'exercices où il faut être rapide, efficace, parce que je pense que malheureusement, c'est aussi là-dessus qu'il faut être très bon. Si vous voulez espérer un très très bon score au TESIA, il faut être parfait. C'est-à-dire rapide, efficace, sans faute sur tout ce qui est calcul de puissance, fraction, racine, nombre complexe arithmétique si vous avez fait l'option maths experte, et sinon limite, etc. Calcul de limite. Tout ça, en fait, il faut être dans un niveau de perfection parce que ce sont des compétences qui sont informatisables si on peut dire. C'est-à-dire que vous pouvez devenir très bon et c'est une question d'habitude. Potentiellement un élève de 3ème pourrait être très 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 bon sur les questions de puissance du TESIA. C'est juste que ça met en exergue toutes les faiblesses malheureusement accumulées des élèves sur ces chantiers-là d'automatisation, de savoir faire vite et bien, parce que peut-être qu'on fait moins de répétitions maintenant au collège et au lycée. En tout cas, vous êtes moins bon sur ces trucs-là, et donc il y a besoin, en tout cas se confronter au TESIA vous fait vous rendre compte de vos lacunes, je pense. Et donc j'ai commencé par tous ces exercices depuis quelques semaines, vous pouvez aller voir la playlist et aller voir sur la chaîne. Et ensuite, je me suis pas encore attaqué aux problèmes vraiment difficiles. L'année dernière, donc le problème, un des gros problèmes, a été les systèmes de Steiner. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les élèves de maths spé, spécialité sans maths experte, et les élèves de maths experte, dans leur deuxième épreuve, donc il y a 2 épreuves distinctes, une pour maths experte, une sans maths experte, ont eu en fait le même problème. Alors il y a une petite nuance sur la toute fin, il y a 2-3 questions d'arithmétique pour la version maths experte. Je vous fais la version la plus globale, celle qu'on pouvait trouver dans l'épreuve 2B. C'est un exercice compliqué. Je pense, encore une fois, que ça peut être intéressant de s'y frotter, que dans le barème, ils vont mettre plus de points là-dessus, en effet. Mais je vous conseille quand même d'aller assurer les points. Vous avez 1h30, l'idéal, ça serait de faire tous les exercices de calcul où vous vous sentez à l'aise. Peut-être pas tous, mais le plus où vous vous sentez à l'aise, que ce soit les limites, l'arithmétique, etc. Vous les faites, vous les torchez rapidement. Entraînez-vous à faire vite et bien. Vous passez 30-40 minutes à faire tout ça, et ensuite, vous passez 1h50 sur le problème pour essayer de faire le maximum. On va corriger celui-ci. Alors il était ultra intéressant, j'ai adoré le faire et le préparer. On va regarder ensemble, c'est un peu de dénombrement, un peu de logique. Enfin, c'est du nouveau, ça va tester des choses que vous ne testez pas souvent, c'est intéressant. On définit des choses au tout début. Une paire, c'est un sous-ensemble possédant 2 éléments. Donc en gros, ce qu'on va vous faire comprendre, c'est que dans 1, 2, 3, 4, 5, voilà des paires. Vu que c'est des sous-ensembles, il n'y a pas de notion d'ordre, ce ne sont pas des listes. C'est-à-dire que la paire 1-3, c'est la même chose que la paire 3-1. On parle de l'ensemble des choses. Donc déjà, on commence à penser, ok, c'est pas des listes, c'est des ensembles. Il y a peut-être des combinaisons, c'est-à-dire des 2 parmi 5, des trucs comme ça qu'on va pouvoir utiliser. Un triplet, c'est la même chose pour 3 éléments. Une paire est incluse dans un triplet, lorsqu'on peut trouver les 2 éléments de la paire dans le triplet. Voilà, ça c'est très basique. On note E indice n, l'ensemble des entiers naturels compris entre 1 et n, c'est-à-dire l'ensemble 1, 2 jusqu'à n, encore une fois non ordonné. Un peu de dénombrement. Alors en fait là c'est très malin ce qui se passe de la part des créateurs du sujet, parce qu'on vous fait quelques questions avec un heptagone, et en fait ces questions de dénombrement, donc si vous voulez le sujet est assez long, donc la vidéo risque d'être un peu longue, on n'introduit pas le système de Steiner avant la question 47. Et en fait ça pourrait avoir l'air un peu de sortir de nulle part, mais ça va vachement nous aider à réfléchir à ce qu'est un système de Steiner par la suite, en nous aidant à penser en vision géométrique, plutôt qu'en vision purement algébrique, pour résoudre les problèmes. Voir une figure et se rendre compte qu'il y a un parallèle entre figure géométrique et dénombrement va être très utile. Alors, on considère les 7 sommets. Le nombre de paires de sommets de l'heptagone est... Comment on fait ça ? Nombre de paires, en fait, de paires de sommets, c'est le nombre de manières dont je peux sélectionner 2 sommets. Donc de combien de manières est-ce que je peux sélectionner 2 sommets parmi les 7 ? Et bien c'est 2 parmi 7. Tout bêtement. 2 parmi 7, c'est donc 7 fois 6 sur 2, ça fait 21. C'est une question très rapidement faite, donc réfléchissez bien, enfin, révisez bien si vous êtes plus sûr de ce que c'est
les combinaisons. Donc combien j'ai de manières de prendre 2 éléments parmi 7? Et bien la réponse est 2 parmi 7, c'est-à-dire le nombre d'arrangements divisé par le nombre de permutations, c'est-à-dire 2 ici. Le nombre d'arrangements, c'est 7 fois 6. Alors, le nombre de paires de sommets de l'heptagone qui ne sont pas côte à côte. Moi, quand on me dit qu'ils ne sont pas côte à côte, j'ai envie de compter tout de suite le nombre de paires qui sont côte à côte. Ça, je me dis, je les enlève et après c'est fini. Donc, une paire côte à côte, c'est quoi? Bah, c'est quelque chose comme ça. Mais en fait, à une paire côte à côte correspond de manière bijective, on pourrait dire, un côté. Donc, tout de suite, on comprend que, bah, en fait, une paire côte à côte, c'est un côté. Bah, donc, dans ce cas, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 côtés. Donc 7 paires côte à côte, donc 21 moins 7, 14. Le nombre total de triangles qu'on peut former sur les sommets de l'heptagone qui n'ont pas de côté commun avec l'heptagone est... Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'un triangle qui n'a pas de côté commun avec l'heptagone? Et bien en fait, c'est un triangle qui va partir, hop, pas comme ça, typiquement, qui va partir par exemple ici, ici, et passer par ici. Ça marche pas, c'est un quadrilatère. Ici, ici, ici. Voilà un triangle, hop, à peu près, vous avez compris, qui ne passe pas, qui ne partage pas de côté avec l'heptagone. En gros, il ne passe que, enfin, ces trois côtés sont des espèces de diagonales de l'heptagone. Donc ça, c'est intéressant. Tout de suite, on peut comprendre un peu ce qui se passe pour les compter. Alors, il y a plusieurs manières, on peut les compter de manière très galère, c'est-à-dire commencer à faire des soukas, et dire ok, mais si je commence par un côté où il y a deux points écartés uniquement de plus 2, combien est-ce que j'ai de choix? Ensuite, si je prends 2 points écartés de 1, 2, ou 1, 2, 3, c'est la même chose, combien j'ai de choix? Ça peut être très long. Le plus astucieux, c'est de pas faire ça, et c'est un peu le problème des questions de dénombrement, c'est que des fois on peut se lancer dans une démarche où on commence à compter, etc., mais de manière pas efficace. Là, le plus efficace, je pense, c'est de prendre un sommet. Si on prend un sommet, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Un sommet, j'ai combien de triangles possibles qui ne passent pas, enfin, qui ne partagent pas de côté avec l'heptagone? Bah, soit je pars d'ici, hop, premier truc, je peux pas arriver là, je peux arriver là, ça c'est fait, ou je peux arriver ici. Donc en fait, quand je pars de ce sommet, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Si je prends ce deuxième point, j'ai ça qui est interdit également, donc j'ai plus beaucoup de choix. Donc disons que maintenant, je peux tracer aussi un deuxième, qui est, hop, hop, celui-ci. Donc, il est un peu long, hop, c'est moche ce que j'ai fait, je suis désolé. Il est un peu... il est comme ça, donc il traverse comme ça, il traverse comme ça. Donc c'est le deuxième, il partage ce côté là avec le précédent. Maintenant, puis-je faire un troisième triangle qui passe par ce sommet que moi j'ai sélectionné au départ, hein, c'est-à-dire celui-ci? Eh bien oui, je peux en faire un qui passe, cette fois-ci en face. Donc je vais le faire comme ça, en rouge, tiens. Hop, un qui passe en face et qui revient comme ça. Et bah là je suis bon, j'en ai 3. Je ne peux pas en faire plus. Voilà, je peux en faire 3 avec ce sommet. Ah ça c'est cool, je peux en faire 3, ben c'est super. Je me dis, bah attends, j'ai 7 sommets. Donc je peux en faire 3 fois 7 égale 21. Problème. Si j'en compte 21, malheureusement, les triangles vont peut-être se répéter, parce que quand j'arrive à ce sommet, j'ai celui-ci qui sera compté. Donc j'en ai 21, d'accord, mais certains sont comptés trop de fois. Revenons maintenant du point de vue de un triangle. Ce triangle, si je fais le tour des sommets comme j'ai fait avant, eh ben je me rends compte qu'il va être compté, lui, ce triangle existant comme un triangle répondant à ce qu'on veut, eh ben il va être compté en fait 3 fois. Une fois quand je prends ce sommet, une fois quand je prends celui-là, une fois quand je prends celui-là. Donc en fait, 3 fois 7, 21, oui, mais je dois rediviser par 3, parce que chaque triangle est compris trop de fois. Et donc, ben, ça fait 7. Voilà. Hop. On pourrait tous les tracer aussi, ça serait une méthode, hein. Mais bon, la flemme. Je préfère me concentrer sur un seul et on comprend un peu le raisonnement. Alors, soit un antinaturel n plus grand ou égal à 3, le nombre de paires et le nombre de triplets sont respectivement... Bah, le nombre de paires de en, c'est pas très compliqué, hein. Il y a n éléments, donc c'est 2 parmi n, et ça fait donc n-1, hop, sur 2. Nombre de triplets, 3 parmi n, et donc ça c'est les arrangements, n-1, n-2, sur 2 fois 3, 6, enfin 1 fois 2 fois 3 à 3 factoriel, si vous voulez, sur 6. Donc nn-1 et nn-1, n-2 sur 6, sinon ça marche pas, hop, c'est la C. Voilà, donc ça c'est intéressant. Donner les entiers n plus grand ou égal à 3, tel que en est autant de paires que de triplets, alors là on part dans une question où il ne faut pas écrire la rédaction, mais ce n'est pas non plus un QCM, il faut donner la réponse. Moi je vais quand même essayer de vous expliquer. L5, il y a plusieurs manières, donc soit vous résolvez le système en fait avec les équations précédentes, ça marche très bien, vous faites n-1 sur 2 égale n-1, n-2 sur 6, vous le résolvez, vous trouvez. Ça se fait, je vous laisse faire. Soit, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut n tel que 2 parmi n égale 3 parmi n.
Mais ce qui est marrant, c'est que nous, ce qu'on sait, c'est que 2 parmi n, avec les propriétés des combinaisons, si vous voulez, je vous fais une version un peu alternative, c'est n-2 parmi n. Et donc, si vous voulez, pour que 2 combinaisons parmi n soient égales, on a soit 2 qui est égal à 2, enfin, soit le nombre ici qui est égal au même nombre, enfin, ok, soit un autre nombre qui doit être égal au complémentaire de 2. Et donc j'obtiens que si je veux que 3 parmi n soit égal à 2 parmi n, bon comme 3 est différent de 2 hein, a fortiori, moi je veux que 3 soit égal à n-2. Et on trouve n égale 5. Ça c'est top. Donc on a 2 parmi 5 égale 3 parmi 5, ça marche. Ça se montre, on retrouve 3 parmi 5, enfin on retrouve 5 également en résolvant l'équation. Donc ça c'est la première partie, c'est top. J'ai déjà passé 10 minutes sur l'introduction. On va avancer maintenant et introduire ce qu'est un système de Steiner. Système de Steiner, on vous dit, bon bah écoutez, on va regarder. Un système de Steiner, c'est un ensemble T tel que, sur E, un ensemble fini, les éléments de T, donc T, sont des triplets de E, donc genre A, B, C, A, B, D, je sais pas moi, B, C, F, etc. Hop, ça par exemple, ça serait un ensemble qui vérifie la première condition. Et toute paire IJ est incluse, enfin, de E est incluse dans un et un seul élément de T. Donc là, il faut faire attention, il y a 2 infos dans cette phrase, et c'est ça, un des trucs clés qui pouvait perdre beaucoup de candidats, je pense. Alors à vérifier après avec le jury, hein, s'il y a des notes de jury, il faut regarder, mais moi là, ce que j'ai vu en parlant de cet exercice avec des élèves particuliers à moi, c'est qu'en fait, il y a une grosse confusion qui peut être faite en mode, si j'ai une paire de E, elle doit être incluse dans un seul élément de T. Premier élément, mais toute paire IJ de E est incluse, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on ait une espèce de système complet. Il faut que chacune des paires imaginables soit bien incluse, et qu'elles soient incluses de manière unique. C'est pas juste s'il y en a une, alors c'est unique. Non, il faut que toutes soient représentées. Donc typiquement, est-ce que j'ai, si E c'était, je sais pas, A, B, C, D, E, F, un truc comme ça dans mon exemple précédent, est-ce que ce T que j'ai dessiné pour illustrer le petit 1 respecte le petit 2 ? Eh bien non, parce que AB et AB sont 2 paires qu'on retrouve dans ces deux-là. BC est également une paire qu'on retrouve dans ce triplet et dans ce triplet. Donc je brise la question 2, et donc ceci n'est pas un ensemble, un système de Steiner. Alors on vous donne des exemples, hein. Moi j'ai fait la même chose. Ce que je viens de faire en fait ça correspond aux exemples qu'il y a ici. On vous dit si c'est 1, 2, 3 et 1, 2 ça marche pas parce qu'on ne veut que des triplets dans les candidats pour être des systèmes de Steiner, c'est des ensembles en gros. On veut que les éléments de l'ensemble ne soient que des triplets. Donc ça c'est basique. Si on a un seul triplet, c'est bien un système de Steiner. Ça c'est vrai. 1, 2, 3, sur cet élément-là, enfin sur cet ensemble-là, 1, 2, 3, j'ai un triplet, unique de toute façon, avec que 3 éléments dans l'ensemble. Et est-ce que ça marche? C'est un triplet? Oui. Est-ce que toutes les paires sont bien incluses? Bah oui, vu qu'il y a l'ensemble des éléments, toutes les paires sont incluses. Sur E4, on va y arriver, parce que maintenant sur E4, on a 2 questions qui vont nous faire comprendre ce qui se passe. Donc on vous dit sur E4, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, en fait ces questions-là sont un peu introductives pour que vous voyez comment s'expriment un peu ces 2 conditions bizarres de ce truc que vous n'avez jamais rencontré. Donc ok, j'ai 1, 2, 3, 4, et on me dit, je fais, ça c'est mon ensemble E, et je considère T, voilà, grand T, c'est cet ensemble avec 1, 2, 3, 4 triplets. Bon, ce n'est pas un système de Steiner, ok, pourquoi? Parce que pourtant j'ai toutes les paires, j'ai 1, 2, 2, 3, 2, 4, 1, 4 et 3, 4. Eh bien j'ai 1, 2, 1, 2 qui sont partout. Maintenant on va essayer de comprendre sur E4 ce qui se passe. Donc en fait là, ces 2 questions-là vont être là pour vous faire un peu triturer l'esprit, pour comprendre ce qui peut, pour vérifier que vous avez bien compris, vous aider à vérifier que vous avez bien compris ce que c'est un système de Steiner. Sur E4, donc encore une fois ça, l'ensemble formé du seul triplet 1, 2, 3. Donc là je prends T égale 1, 2, 3, un unique triplet. Bon, ça répond à la question 1. Oui. N'est pas un système de Steiner pour 3 raisons différentes, ou est un système de Steiner, ou n'en est pas un. D'accord, non, n'est pas un système de Steiner avec 4 choix, ou c'est un système de Steiner. En tout cas, l'idée c'est qu'il va falloir justifier si c'en est pas un de la bonne manière. Nous on a dit qu'on voulait voir toutes les paires possibles de E4 représentées dans le grand T. Moi ici, le grand T, j'ai ensemble de un seul triplet. C'est mort, il n'y a même pas l'élément 4, donc il n'y a pas la paire 1, 4 par exemple. Et c'est parce qu'il manque certaines paires que je ne suis pas un système de Steiner. Donc, ce n'est pas un Steiner car au moins une paire, hop, c'est donc classé. Ok. Sur E4, maintenant, on prend T égale ce truc-là, cet ensemble de 3 triplets. Ok, je n'ai que des triplets, c'est très bien. Ai-je toutes les paires? Oui, un peu comme auparavant. Hein. Là, dans ce truc-là, j'avais toutes les paires, j'ai bien 1, 2, 2, 3, j'ai 2, 4, 3, 4, tout ce que vous voulez, et 1, 4. Mais malheureusement, je vois que 1, 2 et 1, 2, la paire 1, 2 est dans 2 endroits. J'ai la paire 2, 3 qui est à 2 endroits aussi, la paire 2, 4. Il y a plein de problèmes parce que j'ai plusieurs paires qui sont
non pas représentée de manière unique, mais représentée dans plusieurs triplets. Donc ça casse la numéro 2. Alors, car au moins une paire n'est incluse dans aucun élément, ça c'est pas faux, mais donc il ne manque pas de paire, donc non. N'est pas un système car ce n'est pas que des triplets, c'est faux, ce ne sont que des triplets, et voilà. Car au moins une paire est incluse dans plusieurs éléments. Ou car n'importe quelle paire est incluse dans plusieurs éléments. Alors attendez, n'importe quelle paire, on va vérifier entre la D et la E, j'avais pas vu la petite nuance. Donc c'est la D ou la E clairement. Faisons un peu le tour des paires, hein. J'ai 1, 2, 1, 3, 1, 4. Est-ce que 1, 2 est à deux endroits? Oui. 1, 3 à deux endroits? Oui. Est-ce que 1, 4 est à deux endroits? Non. Donc ce n'est pas n'importe quelle paire est incluse dans plusieurs éléments, c'est au moins une. Voilà, donc on a fini sur ce petit exemple introductif. On va avancer maintenant sur le vrai ou faux. Vrai ou faux, c'est encore quelques questions qui poussent un petit peu notre compréhension. Donc voilà, on sort un peu de l'exemple précis de E4. On vient à des trucs un peu plus généraux, même si, enfin pas vraiment généraux, mais disons qu'on vient sur des questions sur différents éléments E, et on va essayer de comprendre ça. Il existe un et un seul système de Steiner sur E3, vrai ou faux? Mais E3 en fait c'est 3 éléments, donc le nombre de manières, vu qu'on sait que si je prends T égale 1, 2, 3, qui est égal à E, et on a déjà vérifié que c'est un système de Steiner dans l'intro, en fait je ne peux pas en construire d'autres, donc oui, il y en a un seul. Il existe un système de Steiner sur E4. Alors là, l'idée c'est que votre travail, votre compréhension de ce qui s'est passé au-dessus, va vous aider à répondre à cette question. Donc, existe-t-il un système de Steiner? Bah écoutez, disons que mon premier triplet c'est 3 éléments, oups, excusez-moi, 1, 2, 3, c'est bien. Si je fais un second triplet, eh bien, je vais être obligé de prendre, donc soit je prends dès le début 2 éléments du premier triplet, et donc c'est fini. Bon. Soit je prends, pour commencer, un élément qui n'est pas dedans, pour assurer mes chances. Et ben il faut quand même que je complète mes 2 éléments x et y manquants dans le prochain triplet. Donc on a déjà vu qu'un triplet unique ne suffit pas, vu qu'il manquera toujours les paires liées à l'élément qui manque. Encore une fois, j'en ai que 3 sur 4. Hein. Donc ensuite, j'essaie de faire un autre triplet. Forcément, quand je mets le 4, j'essaie de mettre un nombre que j'ai pas encore vu, je dois bien remplir les 2 autres places avec des éléments qui sont ici. Et donc je vais avoir par définition un doublon de paires. X, Y, ça sera soit 1, 2, soit 2, 3, soit 1, 3. Donc il n'est pas possible d'avoir un système de Steiner sur E4 parce que dans le cas de 1 triplet c'est mort et dans le cas de 2 triplets c'est mort. Donc si je suis pas capable d'avoir pour 2, j'aurai pas pour 3 triplets parce que ça ne fera qu'ajouter des problèmes. Il existe un système faux. Il existe un système de Steiner sur E5. Alors là, c'est un peu compliqué. Moi j'ai voulu, justement quand je vous disais que la géométrie était utile au début, j'ai voulu utiliser le raisonnement sur l'heptagone ici. Donc je vous montre. C'est comme ça que moi j'ai réussi à le justifier à peu près, notamment parce qu'on vous demande de le justifier dans la R4. Et donc j'ai été obligé de vous le faire avec une figure. Hop, 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 hop. Bon, la figure va aider juste à illustrer mon propos, hein, mais si je fais un joli pentagone, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un système de Steiner? Ça veut dire que je suis capable de représenter toutes les paires de 2 sommets. Donc je prends ces 5 éléments, hein, je range les 5 éléments, je dis que ça c'est 1, 2, 3, 4 et 5, hein, si vous voulez, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis capable de représenter n'importe quelle paire, et n'importe quelle paire va être représentée, enfin je suis capable de trouver, donc n'importe quelle paire va être représentée dans un triplet unique. Un triplet c'est quoi dans ma figure? C'est un triangle. Donc est-ce que je suis capable de trouver un ensemble de triangles couvrant toutes les paires, et chaque paire n'est représentée qu'une seule fois? Alors, on va déjà tracer tout ce qui nous manque. Hein. Ce qui nous manque, c'est quoi? C'est les diagonales. Je vais faire une espèce de pentacle satanique de gothique. Hop, je me rappelle quand j'écoutais Slipknot, quand j'avais 14 ans. Je trash pas, je kiffe toujours et j'ai toujours beaucoup de respect pour ce groupe. Hein. Il n'y a pas de problème. Ils ont accompagné mon adolescence. Je ne charrie pas, mais c'est vrai que leur imagerie était un peu kitsch. Alors voilà, j'ai toutes, mais donc j'ai fait ça pour la gloire à Satan, bien sûr, mais surtout pour montrer l'ensemble des paires possibles. Donc j'ai combien de paires possibles? 2 parmi 5, ça on le savait déjà, on l'a déjà vu, mais surtout, on a déjà vu en plus que 2 parmi 5 était égal à 3 parmi 5, donc ça c'était intéressant. Surtout, je peux les voir comme, il y a toutes les paires qui sont des côtés et les paires qui en sont pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 10 paires. 10 paires, c'est 10 côtés. Et je veux que ces côtés soient identifiés dans des triangles indépendants. C'est-à-dire que je veux pas de triangle qui partage un côté, sinon je suis pas un système de Steiner. Donc chaque paire doit être représentée de manière unique dans chaque triangle. Bon, moi j'ai 10 paires, qu'est-ce qu'il me faut? 10 paires, il me faut au moins 10 paires
combien de triplets il va me falloir. En fait, je commence sur le nombre de triplets. Et vu que je veux 10 paires, je vais pas y arriver avec 2 triplets, parce que j'aurais que... comment dire, 10 paires, moi il faut que je les range dans des triangles, quoi. Donc si les 10 paires, c'est 10 côtés, bah, combien de triangles il me faut pour faire 10 côtés au moins? Bah, au moins 4 triangles. Genre 1, 2 ou 3 triangles, ça marche pas. Donc il me faut 4 triangles. Bon. Est-ce que vous commencez à voir le problème? 4 triangles distincts. Bah oui, mais 4 triangles, dans ce cas, moi si je fais 4 triangles, bah, les 4 triangles au total, ils auront donc 12 côtés. Ces 4 triangles auront 12 côtés ensemble. Donc je veux toucher toutes les paires, donc il me faut au moins 4 triangles. Avec 3 triangles, je n'aurai que 9 paires, au maximum. J'aurai que 9 côtés avec 3 triangles, donc vu que je vais atteindre 10 côtés distincts, il va me falloir au moins 4 triangles. Peut-être qu'il me faudra 5 ou 6, mais c'est au moins 4. Parce que 4 triangles, ça représente 12 côtés. Bah s'il représente 12 côtés et qu'il n'y en a que 10 à tirer, c'est fini. Bah je vais avoir des répétitions. Et donc, je brise la condition pour être un système de Steiner. Donc voilà, pour le rédiger proprement, il faudrait dire considérons un pentagone, associons chaque paire de E5 à un côté, à un segment, si vous voulez. Donc 5 segments seront les côtés du pentagone, 5 segments seront ses diagonales. Associons chaque triplet à un triangle formé de 3 points de ce pentagone. Je comprends que pour associer chaque paire de manière unique à un triplet, il faut que j'ai chaque paire dans un triangle unique. Et ensuite, vous écrivez ça, il faut le rédiger, c'est un peu relou, mais je trouve que c'est quand même la réponse la plus élégante. Vous aurez donc 4 triangles, et avec ces 4 triangles, il vous faudra... vous aurez au moins 4 triangles, car en dessous, vous n'aurez pas toutes les paires qui sont couvertes. Le problème, c'est que 4 triangles donnent accès à 12 côtés distincts, et donc forcément, vu qu'il n'y en a que 10 à tirer, il y aura des répétitions. Voilà. Très élégant, très sympa. Alors, pour obtenir un système de Steiner sur E7, quel triplet adjoindre au triplet 1, 2, 3, machin, machin. Alors, on va regarder. Le plus simple pour faire ça, c'est qu'on vous file des triplets, ok. Quel triplet adjoindre? On peut essayer de regarder ce qui se passe pour 1, par exemple. Est-ce que j'ai toutes les paires pour 1? J'ai 1, 2, 1, 3, ok. Donc j'ai 2 et 3. 1, il doit aller avec 2, 3, 4, 5, 6 et 7, oui, comme paire. Donc j'ai 2 et 3 qui sont réglés. Dans le deuxième triplet, j'ai 6 et 7, ok. Et ensuite, j'ai 1, 4, 1, 5 qui me manque. Il faut absolument que je rajoute du 1 dans un triplet avec 4 et 5. Donc en fait, ces 3 là, déjà, c'est mort, parce que j'aurais soit un 4, soit un 5, mais j'aurais pas un 4 et un 5. Là, c'est la seule manière d'avoir un 4 et un 5. Donc a priori, c'est ça ou ça. Donc si j'ajoute ça, j'aurai bien toutes mes paires pour 1, 4, enfin pour 1. Donc ça, c'est bien. Ensuite, je peux continuer à me dire, attends, est-ce que je vais faire toutes les paires comme ça? Est-ce que je les fais à la main? C'est peut-être pas la meilleure idée. Bon, on peut regarder vite fait quand même. 2, bah 2 il est avec 1 et 3, c'est bon. Il est avec 1, 3, 4, 6. Il n'est pas avec 5 et 7. Ok, c'est réglé. 3, est-ce qu'il est avec 1, 2? Est-ce qu'il est avec 4? Oui. 5, 6, 7. Ok, donc il n'y a pas de 3 ici parce que tout est déjà fait, c'est très bien. En fait, on va tous les faire, ça va être très bien. 4, bah il est avec... je sais pas. 4, il est avec 1 ici. Il est avec 2 ici. Il est avec 3 ici. Il est avec 5 ici. Il est avec 6. Il est avec 7. Génial. En fait, ça va vite, on peut le faire. 5 est avec 1, 2, 3, 4, 6, 7. Toutes les paires de 5 sont représentées. Et ensuite 6, ça va être la même chose. 6 est avec 1, 7, 2, 4, 3, 5. Pardon. Et 7, bon, je pense qu'il est pareil. Donc 7, ça marche aussi. 7 est bien avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Donc toutes les paires sont présentées, il me semble qu'il n'y a aucune paire en double. En effet, c'est bien ficelé. Donc je suis ok. Toutes les paires sont présentées, j'ai que des triplets dans Steiner. J'ai que des triplets, toutes les paires sont présentées et aucune n'est en double quand on regarde. Bon, c'est un peu vite fait, mais voilà. Donc c'est la A. Oups. C'est très bien. Si vous avez une manière plus rapide de faire la M52, je suis preneur, dites-moi en commentaire. À part tout se taper comme ça, ce qui prend, allez, 1 minute 30 max. Voilà. Construction sur un carré. On se passe dans un plan euclidien avec un repère, ok, on a un carré, super. On note E l'ensemble de liens, ok, j'ai les sommets, les milieux et le centre, ok. Donc il y a 9 points, on forme l'ensemble des triplets constitués de 3 points de E alignés sur une droite parallèle, bon ça, hop, hop, hop. Ça c'est TC. Ou un des côtés du carré. À l'un des côtés du carré, ah ben il m'en manque 3. Donc il y a aussi ces 3 là. Voici TC. TD c'est les deux diagonales. Ok, vert, hop, hop. Pas très bien fait, mais vous avez compris. Donc j'ai TC en rouge et jaune, et j'ai TD, c'est ça. On réunit ces deux ensembles de triplets pour former un ensemble T, bah voilà, c'est fait. L'ensemble T n'est pas un système de Steiner.
Ah! Alors pourquoi? Et y a-t-il des éléments dans les 9, ou des paires par exemple, qu'on ne retrouve dans aucun des triplets? Oui! J'aperçois des paires complètement oubliées. M1, M2, tristesse, cette petite paire n'est pas incluse. Au moins une paire est incluse dans plusieurs éléments. Alors, je crois pas. Je crois que ça a été bien ficelé. Il n'y a pas une paire qui est en double. Pour le coup. Il n'y a pas une paire qui est en double. Ouais, il n'y a pas d'intersection de deux éléments dans tous les coloriages que j'ai fait. Donc ça, c'est bien fait. Donc c'est pas ça. Au moins une paire n'est incluse dans aucun élément. Oui. Bah, M1, M2 par exemple. Tu n'as que des triplets, ça c'est bon. N'importe quelle paire est incluse dans plusieurs éléments. Pas du tout. Donc c'est au moins une paire n'est incluse dans aucun élément. Oui. On le voit tout de suite, on prend par exemple M1, M2, ben, elle appartient ni à jaune, ni à rouge, ni à vert. Enfin, ni à... la paire, en gros, ne partage pas un trait, quoi. Quel triplet rajouter à T pour obtenir un système de Steiner sur E? Bah, là, en fait, ce qu'on peut faire, ce qui est un peu intéressant, c'est de penser, quand on prend une paire donnée, qu'est-ce que je peux lui rajouter? Si je rajoute un point B, c'est foutu. En fait, parce que M2B, la paire appartenait déjà à cette droite-là, à cet ensemble-là. Ensuite, si j'ai M1, M2, donc si je rajoute grand oméga, pareil, je vais en fait recroiser des triplets déjà présents. Donc je peux rajouter ni un côté ni un truc. Ce dont je me rends compte, c'est que le seul point que je peux rajouter, ça serait... Alors je peux pas rajouter A parce qu'ils sont communs, donc en fait je peux pas rajouter A, je peux pas rajouter B, je peux pas rajouter C, je peux pas rajouter gamma. Donc A, M1, M2, je ne peux rajouter... Est-ce que je peux rajouter... M3 non plus, parce que je vais être dans celle-ci, donc en fait, je ne peux rajouter que D. Donc, pour cette paire, je peux rajouter en fait que ce triangle-là. Bah, je le fais, hop. Et en fait, je vais faire ça de manière complètement cyclique, c'est-à-dire que je me rends compte que les 4 paires sont les mêmes. Donc 1, 2, 3, donc j'ai M1, M2, donc j'ai M1, M4 à laquelle je vais rajouter ce triplet. Je vais rajouter à M4, M3 ce triplet, et je vais rajouter à M3, M2, enfin je sais plus ce que j'ai dit, ce triplet. Je rajoute 3 triplets qui à chaque fois prennent les deux éléments ici et le coin en face. Et avec ça, je pense que j'aurai bien tout ce qu'il faut. Bah oui, j'aurai l'ensemble des paires possibles, elles sont déjà couvertes, les seules paires qui manquaient c'était ça. Et bah, c'est bien des triplets. Enfin, les paires sont toutes prises et il n'y a pas de paires en commun. M2 et D ne sont jamais en commun, M1 et D sont jamais en commun. Et donc c'est parfait, petit L6 vous ajoutez. Bon alors c'est un peu relou à faire, mais M1, M2, D. Hop. Ensuite on rajoute M1, M4, C. M4, M3, B. Ah, vous avez compris quoi. Et le dernier, c'est avec A, donc c'est M2, M3, A. Voilà, on rajoute l'ensemble de ces 4 là et puis on est bon. Super. Alors, la suite est très intéressante, parce qu'on se dit en fait, je m'en fiche que les... Enfin vous voyez, ce qui compte c'est la sélection... Oups. Ce qui compte c'est la sélection des points. Je m'en fiche de la distance qui les sépare. Donc on vous dit plus généralement, si j'ai deux triplets quelconques x1, x2, x3 et b égale y1, y2, y3, je peux leur associer des coordonnées du plan, donc 9 points dans le plan, et bah, je peux prendre leur abscisse dans A et leur ordonnée dans B. Et en fait je me rends compte que bah, voilà, je peux prendre dans un système de Steiner, ces trois trucs-là, c'est ça, et j'aurai également bah, en fait cette diagonale, et ensuite ces espèces d'ensembles tordus qu'on a vu au-dessus. Donc avec ce qu'on a vu au-dessus, on comprend en fait que bah oui j'ai ça, enfin j'ai ceux d'avant, donc aligné sur une droite horizontale et verticale, ça correspond si vous voulez à TC au-dessus, ça c'est TC, hop, il va manquer TD, hop, TD ça sera en rouge, qu'on a vu tout à l'heure, hop, ces deux-là, les diagonales, ça c'est TD, et ensuite en vert, bon je vais pas les tracer, mais il manque les L6 quoi, ceux qu'on a vu en L6, hop, c'est ces trois-là, ça c'est ceux de la question L6, il y en a 4. Donc il en manquait 6. Ça permet d'affirmer quoi? Bah que aucun ensemble fini cardinal 9 ne possède le système de Steiner. Bah non, surtout pas. Dès que j'ai ce qu'on a démontré, c'est ça, c'est que quand j'ai 9 éléments, je peux en fait m'en sortir sans problème. Tout ensemble fini de cardinal 9 possède un système de Steiner, oui, il suffit de mettre les 9 points comme ça, et en fait on les voit tous. Certains mais pas tous, aucune... Mais non, c'est donc ça. Hop, on vient de démontrer que tout ensemble fini de cardinal 9 possède un système de Steiner. Oui. Voilà. Bah c'est réglé en fait, hein. C'est juste que on l'avait fait au-dessus en fait. On l'a fait au-dessus, on a compris. Il manquait des triplets, et en fait avec ça on peut trouver un système de Steiner pour en pensant aux figures quoi, comme on a fait.
Excellent. Je continue, cette vidéo est très très longue, ça fait 30 minutes déjà. On va aller voir un peu ce qui se passe pour la suite, hein, je vous le fais. On a une idée séduisante, c'est-à-dire une hypothèse par Jean-Pascal. Peut-être, en fait, que je vais m'arrêter là. Vous me dites, c'est déjà une vidéo très longue, je pense que je vais m'arrêter, et je vous ferai peut-être une partie 2, si vous êtes assez nombreux à mettre des likes, à commenter, à discuter, etc. Je vous ferai peut-être une partie 2 pour finir, j'avais préparé mais je pense que ça va être vraiment trop long, pour finir ce sujet. Une idée séduisante, c'est pas très compliqué et c'est un peu rigolo. Une autre idée séduisante de Jean-Pascal, ça marche aussi. On va en fait ici étudier un faux raisonnement, enfin un raisonnement de Jean-Pascal et voir en gros s'il y a des erreurs quelque part et quelles sont les erreurs qui impliquent d'autres erreurs. Donc, par exemple, si on suppose que tout est vrai, est-ce que la 5 est vraie, etc. Et tout un raisonnement comme ça. C'est intéressant, et à la toute fin, on a une question de cardinal qui est pas mal. Peut-être que je devrais vous faire celle-ci. Je pense que je vais faire ça. Jean-Pascal, je vous laisse regarder, c'est un peu chiant, vous regardez ces trucs-là. Et en fait, voilà, donc, si vraiment vous insistez, je ferai une vidéo, mais je pense que je vais vous faire surtout la conclusion ici, comme ça vous serez content, vous aurez la conclusion qui est intéressante. Et bon, au pire, tant pis pour Jean-Pascal. Ah, c'est pas du live, hein, mais je pensais faire un tournage plus rapide, je vois que c'est déjà 30 minutes, la vidéo, donc j'aimerais, j'espère que ça vous aide, tout ce que j'ai fait déjà jusqu'à là. Nombre de paires de EN qui contiennent 1, et le nombre de triplets qui contiennent 1. Bon alors attendez, ça, M63, oups, en blanc, M63, nombre dans EN, en gros, de paires qui contiennent 1. Bah, c'est pas dur, moi j'ai 1 et ensuite j'ai les éléments jusqu'à n. Bah, donc j'ai 1 et je dois choisir parmi n-1 éléments pour faire une paire. Ok, bah, donc j'ai n-1 paire. Bon bah déjà, hop, ça dégage. J'ai n-1 paire, ok, et triplet, bah c'est pareil, j'en ai 1 ici et je vais en sélectionner 2 là-dedans. Bah ça c'est 2 parmi n-1. Je prends 2 éléments parmi n-1 et ça me fait quoi? Ça me fait n-1, n-2 sur 2. Non, je dis n'importe quoi. Si, ça a l'air d'être ça. Donc j'ai 1 dans le truc, et des triplets, c'est n-1, n-2 sur 2. Ah, je me suis trompé, excusez-moi. Hop, je me disais, attends, c'est bizarre qu'il n'y ait pas la réponse, ou peut-être que c'est la D. Non, non, pas du tout. Nombre de paires dans E, c'est bon. En fait, là, on me demande autre chose, on me demande le nombre de triplets dans T, c'est beaucoup plus intéressant. Nombre de triplets dans T qui contiennent 1. Excusez-moi, c'est pas dans E, c'est dans T, système de Steiner. Donc on suppose qu'il existe un système de Steiner, vérifions dans combien de triplets est-ce qu'il y a 1. Beaucoup plus intéressant. Ça va être intéressant justement. Donc le nombre de triplets qui contiennent 1 dans le système de Steiner, encore une fois. Moi j'ai n-1 paire. Ok. Alors. Ouais. Oups. n-1 paire. L'idée ça va être combien de triplets vont avoir le 1. Alors le raisonnement va être un peu différent. Là je partais d'un truc complètement faux. Donc je me reprends. En fait, c'est pas trop compliqué. On va prendre le point de vue d'un triplet. Chaque triplet qui contient 1 contient 2 paires. De fait, contient 2 paires. Donc un triplet qui contient 1, ça va être 1, je sais pas, A, B, on s'en fiche. Il contient 2 paires. Donc dans chaque triplet, j'ai la paire 1A, la paire 1B. Avec des... Enfin, c'est des trucs comme ça. J'ai la paire 1A et j'ai la paire 1B. Donc le nombre de triplets, c'est facile. C'est le nombre de paires divisé par 2. Voilà, nombre de triplets qui contiennent 1, c'est n-1 sur 2. Donc la réponse, c'est la E. J'ai eu un petit bug. J'ai vraiment cru pendant une seconde qu'on me demandait le nombre de triplets de E. Je me disais c'est facile. Non, non, c'est le nombre de triplets de T. Donc vu que j'ai compris qu'il y a n-1 paire au total pour 1, il y aura n-1 sur 2 paires. Excellent, parce que je dois toutes les voir. Je dois récupérer toutes les paires possibles de EN dans grand T. Super. Le nombre de triplets qui composent le système de Steiner T vaut. Alors là, c'est un peu compliqué. Justement, c'est une question complexe parce qu'elle va reprendre, en tout cas moi je reprends le raisonnement un peu qu'on a fait, au début avec l'heptagone. On va essayer de comprendre. Donc imaginons que pour 1 justement, c'est un petit raisonnement de... En fait, c'est plus un raisonnement qu'on a vu au-dessus là, de dénombrement. Alors c'était quand? C'était vers le début. Je reviens ici. Voilà. On avait dit nombre total de triangles que je peux former sur des sommets qui n'ont pas de côté commun.
Et donc je vous avais dit, bah, écoutez, pour un point donné, je peux calculer qu'il y a 3 triangles, et ensuite je dis, oui, mais donc je fais fois 7, parce que je peux le faire 7 fois, et ensuite je me dis, oui, mais donc chaque triangle de son point de vue, je l'ai compté 3 fois, donc je redivise par 3. Là, ça va être un peu la même idée. Par exemple, si... où est-ce qu'on est? Imaginons que là, moi j'ai, avec la question M63, l'idée que pour 1, j'ai n-1 sur 2 triplets. Bah, je vais pouvoir dire, bah, j'ai donc n fois n-1 sur 2 triplets. Je fais le raisonnement pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, etc. jusqu'à n. Pour chacun, j'ajoute n-1 sur 2. Je l'ai n fois. Mais je suis conscient en faisant ça que j'ai des triplets qui vont se répéter, parce que le triplet, ben, 1, 2, 3, il va compter pour 1, pour 2 et pour 3. Et donc quand je reprends le point de vue d'un triplet, comme quand je prenais le point de vue d'un triangle dans mon heptagone, si je prends un triplet donné, je me rends compte qu'il a été compté combien de fois? Il a été compté 3 fois. Il a été compté une fois pour l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3. Donc je fais, ok, j'en ai n-1 sur 2, mais en fait, chacun, je le compte trop de fois, je le compte 3 fois. Donc c'est divisé par 3. Et donc j'obtiens la formule n-1 sur 6, qui est celle demandée ici. L7, pour conclure, parmi les entiers P tels que P entre 3 et 10, précisez ceux pour lesquels EP possède un système de Steiner. En fait, on a déjà fait le boulot. On a vu que dans la M63, le nombre de triplets qui contiennent un élément doit être absolument impair pour que ça soit bien un entier. Donc les candidats sont vachement réduits. J'ai plus que 3, 5, 7 et 9. Et en fait, 5 on a démontré que c'était mort, 3 on a démontré que c'était bon, 7 on l'a trouvé, on en a trouvé un, et 9 on a prouvé qu'il y en avait un à chaque fois. Donc la réponse c'est 3, 7, 9, c'est un bilan de tout ce qui a été fait avant. Donc j'ai juste sauté les parties sur Jean Pascal. J'espère que ce corrigé vous a plu, hein, ça a été demandé. En effet c'est un problème très long, donc vidéo très longue, ça faisait longtemps sur la chaîne. Dites-moi, faites-moi des commentaires. Il y a plusieurs fois où, voilà, par exemple, il me semble que la M52, je vous ai demandé de me trouver une solution plus élégante, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous avez pensé de la M51R4, je trouvais que c'était un peu stylé de le voir avec le pentagone comme ça, de faire le lien avec les figures. Et j'espère que c'était à peu près clair et que ça vous a aidé. Donc pas simple, hein, à faire ça en 1h30, sachant que vous avez déjà je sais pas combien d'exercices où il faut être ultra rapide, c'est compliqué. Mais l'idée en fait c'est de montrer, d'essayer de rédiger, de trouver les réponses intuitivement, peut-être aller un peu vite. Aller plus vite que ce que je fais, là moi je vous fais un peu un cours, je vous explique, peut-être aller plus vite sur les questions de M50, etc., les questions de QCM. Si vous sentez l'intuition, vous êtes quasi sûr de vous, peut-être le tenter avant de passer aux autres questions. Voilà, le problème c'est que c'est un test en temps très réduit, donc c'était pas évident. Mais en tout cas, là, vous avez un petit corrigé, et je vous souhaite le meilleur, et je vous dis très bonne journée. Bye bye.